j'accompagne sur pas mal de sujets. Allez, 90% de mon temps, on va dire que je parle de numérique et 10% de croissance en entreprise. Donc, je suis spécialiste à la base en référencement naturel, donc spécialiste sur les moteurs de recherche, mais aussi très, très passionné par la data et l'analyse de données. Donc, vous allez voir qu'on va en parler un petit peu. Écoutez, mon parcours est simple. J'ai beaucoup travaillé en agence. J'ai aussi été entrepreneur, donc j'ai monté ma propre agence et des outils numériques. Et enfin, je suis dans la formation maintenant depuis plus de 2 ans. J'ai eu la chance d'aller chez Google donner de la formation en marketing numérique et je suis maintenant à l'école des entrepreneurs. On va parler tout de suite du vif du sujet et on va parler d'internet forcément. Et j'aimerais déjà commencer cette présentation sur quelque chose d'assez simple, c'est internet n'est qu'un verre vide. Vous devez vous demander qu'est-ce que c'est que cette slide pour commencer, mais je pense que c'est important de prendre ça en compte. En fait, internet, c'est juste un outil. Sans le contenu que vous allez mettre dedans, ça sert à rien. Si vous prenez Facebook, c'est une coquille vide. C'est juste une ossature pour créer des relations sociales. Et toute la force de Facebook, bah, c'est le contenu que vous allez y mettre, que ça soit à titre personnel ou à titre entreprise. C'est le contenu qui est le plus important. Donc déjà, première chose à prendre en compte, je pense, le plus important dans le marketing numérique, il faut une stratégie de contenu. Il faut penser à avoir une stratégie de contenu pour votre blog, pour votre site web, pour vos réseaux sociaux, pour vos vidéos, pour YouTube. Heu, Partout où vous allez être, il va y avoir une stratégie de contenu à mettre en avant. Je pense que la plupart des entreprises qui réussissent vraiment dans le numérique, c'est parce qu'elles prennent un recul sur le contenu qu'elles vont proposer. Je pense qu'il faut être bienveillant, il faut être efficace dans son contenu et il faut surtout se poser la question: «Mes internautes à moi, ma cible, mes personas, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que je dois leur mettre en avant?» Donc si on regarde tous ces outils du web que vous devez, connaître tous par cœur, vous avez Facebook, je disais, c'est une coquille vide. Twitter, pareil, réseau social, c'est une coquille vide. Si vous prenez les moteurs de recherche, on va en parler un petit peu. Leur métier, ça va être d'aller chercher le contenu sur votre site web pour vous mettre en avant sur les moteurs de recherche. Donc le gros travail, encore une fois, on va voir en référencement naturel, pour se positionner sur les moteurs de recherche, ça va être le contenu. Les blogs, YouTube, la plateforme de base de création de contenu. LinkedIn, c'est pareil, c'est du contenu. Baidu, je l'ai mis parce que c'est quand même un acteur qui est important, qui est moins connu ici. C'est le réseau social et le moteur de recherche en Chine. Donc, si vous voulez travailler à l'international et notamment avec la Chine, il faudra passer par des outils comme Baidu. En gros, c'est tout ce contenu qui va remplir votre verre d'eau, en gros, votre site internet, votre stratégie. Si on avance un petit peu, là, je vous mets, voilà, gros schéma, je pense qu'il y en a pas mal qui le connaissent et il y en a d'autres un petit peu moins. Là, ça résume un peu les grands concepts du marketing numérique. Vous avez le SEO. Le SEO, c'est en fait le métier d'optimisation du site web pour les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, dans quasiment 90%, 99% des entreprises, ça va être en fait ce qui est le plus important. C'est là, prenez aujourd'hui ce qu'on appelle les micro-moments. J'ai envie de manger, premier réflexe, je vais dans Google chercher à manger. J'ai envie de me déplacer, je cherche un bus, un avion, je cherche un taxi. Premier réflexe, je vais aller sur Google ou un autre moteur de recherche, peu importe, mais je vais aller sur un moteur de recherche. J'ai envie d'acheter, quasiment une fois sur deux, vous allez aller sur un moteur de recherche. Donc, c'est vraiment important de se positionner dessus. Si vous n'êtes pas positionné dessus, vous apparaissez quasiment pas. Ensuite, il y a le SEA qui correspond en fait, encore une fois, au moteur de recherche, mais cette fois-ci sur le référencement payant. Donc, vous avez sûrement remarqué quand vous allez sur un moteur de recherche qu'en haut, vous avez des annonces. Donc, ça, c'est le SEA. Donc, ça, c'est extrêmement puissant. Pareil, tous les business ne vont pas s'adapter au SEA. Alors, j'ai eu une... Ah, j'ai un retour, écoutez, c'est moi. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Donc voilà, donc ça c'est un deuxième métier extrêmement important, se positionner sur les moteurs de recherche, mais de façon payante. Et enfin, il y a le SMO, cette fois-ci, c'est les médias sociaux. Donc les médias sociaux, ça va être Facebook, Twitter, Instagram, tout ça, je ne vous l'explique pas. Et cet ensemble va donner le SEM. Donc ça, c'est les trois gros métiers du web. Et enfin, il va y avoir les ads, les publicités. Donc là, vous avez les 4 grands blocs du marketing numérique. En 45 minutes, je ne vais pas forcément avoir le temps de les prendre un par un. Donc, ce que je peux faire, si vous voulez, là, c'est prendre un moment peut-être pour répondre s'il y a des questions plus spécifiques, si on a qui ont des questions, par exemple, sur le référencement naturel, sur les médias sociaux, quel média social choisir. Ce que je vous propose, c'est si vous voulez, vous pouvez activer vos micros ou poser les questions dans le chat. Moi, je pourrais y répondre avec grand plaisir.
Au niveau du SEO, ce qui est important à savoir, c'est que en fait, il y a un acteur qui mène la danse. J'ai été vérifier les chiffres. 95% des parts de marché de recherche au Canada, c'est Google. Donc, du coup, clairement, si vous voulez vous positionner quelque part, c'est sur le moteur de recherche Google. Sachez que les autres moteurs de recherche comme Bing ou Baidu qu'on a vu tout à l'heure, globalement, c'est les mêmes règles techniques et d'écriture de contenu qui vont être prises en compte. Donc, si vous êtes optimisé pour le moteur de recherche Google, pas de panique, vous êtes optimisé pour les autres. Donc, en gros, ce que je veux vous dire, c'est concentrez-vous sur Google, allez là où il y a le plus de monde. Pour le SIA, pareil, forcément, on fait de la pub sur un moteur de recherche, donc la plateforme la plus importante pour faire de la publicité sur les moteurs de recherche, ça va être Google Ads. Donc forcément, c'est les majoritaires. Vous avez Bing Ads aussi qui existe. Écoutez, Bing Ads, les agences travaillent quand même dessus, parce qu'il y a un petit peu moins de concurrence sur cette plateforme. Alors, Safari. Safari, c'est un navigateur, Céline. Safari, ça va être l'équivalent de Chrome, de Mozilla, ça va être l'équivalent de qu'est-ce qu'il y a d'autre? Chrome, Mozilla, Internet Explorer, tout ça. Alors, Ecosia, à l'inverse, est un moteur de recherche. Néanmoins, Ecosia, c'est pas un moteur de recherche à part entière. Ecosia, il va aller utiliser d'autres moteurs de recherche. Donc, par exemple, Ecosia, je crois qu'ils travaillent avec Bing et qu'ils ont travaillé avec Google à un moment. Donc, en fait, quand tu vas faire une recherche sur Ecosia, tu vas faire une recherche sur Google et sur Bing. Par contre, toutes les publicités que tu vas avoir sur Ecosia, elles vont aller, les revenus de la publicité vont aller du coup pour la cause de Ecosia. Donc l'argent n'ira pas à Google ni à Bing quand il y a de la publicité sur Ecosia, mais aux causes que défendent Ecosia, qui est l'écologie. Voilà la petite différence. Pour terminer de répondre à Céline, du coup, Safari, c'est un navigateur. Donc, en soi, c'est juste, ça te permet seulement de naviguer sur le web. Par contre, on peut confondre parce que Google a un navigateur qui s'appelle Google Chrome, donc qui lui est l'équivalent de Safari. Voilà, j'espère que je réponds bien à la question. N'hésite pas à poser d'autres questions s'il y a besoin. Et enfin, SMO, là, on va avoir plein de plateformes. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. J'ai mis les plus gros, mais il y en a d'autres. Maintenant, il y a TikTok et tout. Et j'aimerais qu'on se pose un petit peu sur ça. Sur quel réseau social aller? Il y en a beaucoup. Souvent, la première phrase qu'on entend, c'est « il faut aller sur Facebook obligatoirement ». Attention, je pense qu'il y a quelques années, oui, il fallait être sur Facebook obligatoirement. Aujourd'hui, peut-être un peu moins. C'est le plus gros réseau social en termes de chiffres. C'est là où il y a le plus de monde. Ça se compte en milliards de personnes. Mais attention à aller voir les utilisateurs actifs. Je pense que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont inscrits à Facebook et qui vont de moins en moins sur le fil Facebook. Par exemple, moi, c'est le cas. On se rend compte, de toute façon, il y a les chiffres. De toute façon, on va le voir après, le marketing égale chiffre, mais les chiffres le montrent. Il y a de moins en moins d'utilisateurs actifs. Il y en a énormément encore, donc je ne vous dis pas de ne pas y aller, mais allez voir si votre cible, elle y est. Je vais vous donner un exemple. Si vous ciblez plus les jeunes, les adolescents ou les trentenaires, peut-être que Facebook, ce n'est pas la meilleure solution aujourd'hui. Allez voir votre secteur d'activité, où est-ce que sont vos actifs. Instagram, à l'inverse, si vous ciblez des trentenaires, là, c'est génial. Les 20-30 ans sont très massifs sur Instagram. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas sur Facebook, je ne dis pas qu'ils ne sont pas sur Instagram, les plus de 30 ans, mais ce n'est pas là où ils vont être majoritairement actifs. Facebook, les plus actifs aujourd'hui, c'est les plus de 35 ans. Ils sont extrêmement actifs sur Facebook. YouTube, on a la chance d'avoir une très grosse plateforme où tout le monde va être actif. Il va y avoir des très jeunes, des moins jeunes et des plus âgés. Là, ce qui est impressionnant avec YouTube dans les dernières années, c'est que l'âge moyen de l'actif utilisateur, de l'utilisateur actif, pardon, est de plus en plus haut. Donc YouTube, on a la chance d'aller taper très large et d'aller chercher vraiment beaucoup, beaucoup de monde. On pourrait parler de TikTok, qui est très à la mode en ce moment, que je vais mettre dans le même sac que Snapchat. Ces deux-là, vous allez aller pouvoir cibler les très jeunes. Donc là, si vous avez un cœur de cible qui sont les adolescents et les moins de 20 ans, TikTok, Snapchat sont vraiment des super plateformes. Donc ça, c'est vraiment important quand vous allez choisir vos réseaux sociaux, d'aller là où il y a c'est pas d'aller là où il y a du monde, c'est d'aller là où il y a vos utilisateurs actifs et où est-ce qu'ils sont actifs. Donc aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire, si vos utilisateurs actifs ne sont pas sur Facebook, c'est pas la peine d'y aller. Allez sur Instagram, allez sur YouTube, allez sur Twitter. Combien de réseaux sociaux? C'est une question qu'on me pose assez souvent. C'est pas une question de choisir un nombre de réseaux sociaux. Je pense que c'est une question de ressources internes. Gérer un réseau social
à 100% et de très bien le gérer avec du bon contenu, avec de l'interaction, des échanges, de la vidéo, ainsi de suite, ça prend beaucoup de temps. Moi, je préfère une entreprise qui a 1 ou 2 réseaux sociaux et qui le gère bien au quotidien et qui gère ça de façon solide, plutôt que quelqu'un qui va s'éparpiller sur différents réseaux sociaux et qui ne sera pas capable de gérer et qui aura plusieurs réseaux sociaux pas très bien gérés. Donc, mieux vaut se concentrer sur 1 ou 2 réseaux sociaux là où sont votre cœur de cible, plutôt qu'aller vous éparpiller sur plusieurs réseaux sociaux. C'est un danger que je vois souvent dans l'entrepreneuriat. Alors, Twitter, je dirais que c'est tranche d'âge, c'est assez masculin, Twitter. Donc, si vous avez un ciblage masculin, Twitter sera très bon. En réseau social plus féminin dans les moyennes, je crois que si ma mémoire est bonne, vous avez Instagram qui est à 60% féminin, 40% masculin, quasiment à la parité. Et on a Pinterest qui est très féminin, même s'il me semble que si ma mémoire est bonne, on est plus à 65-70%. Pinterest, il va être génial. Je vous réponds sur LinkedIn juste après, je vois qu'il y a 2 fois la question. Pinterest va être génial pour tout ce qui est art, design, infographie, mode, architecture. Là, vous allez vous éclater sur Pinterest. Donc, si vous ciblez ce genre de personnes qui ont un attrait pour tout ce qui est design, art et compagnie, allez sur Pinterest. Pour LinkedIn, là, vous allez avoir vous allez avoir une tranche d'âge qui va commencer assez haut parce que LinkedIn, c'est un peu le réseau social du B2B, de la relation business. On se rappelle qu'à la base, LinkedIn, c'est pas un CV en ligne, mais c'est une chambre de commerce et de l'industrie en ligne. Donc ça, c'est important de le prendre en compte dans sa façon de regarder le réseau social. Écoutez, LinkedIn, la tranche d'âge, elle est assez haute quand même. On est quand même sur du plus de 20 ans largement, voire 25. Les gros utilisateurs actifs ont entre 30 et 40 ans, mais après, à peu près tous les professionnels qui ont besoin de travailler leur carrière et où leur visibilité professionnelle sont dessus. Donc, je pense que LinkedIn, il ne faut pas l'avoir d'un point de vue tranche d'âge. Il faut voir cette plateforme comme en fonction de vos objectifs. Si vous vendez des vêtements en B2C, LinkedIn ne va pas forcément vous apporter grand-chose. Enfin, vous pouvez faire du recrutement, vous pouvez faire un petit peu de relations avec les fournisseurs, mais avoir une grosse stratégie de contenu sur LinkedIn ne sera pas essentiel. Par contre, si vous êtes en B2B, vous ciblez des fournisseurs, des partenaires qui sont des entreprises privées ou publiques d'ailleurs, clairement LinkedIn va être très bon. Donc, ne le voyez pas en tranche d'âge, mais plus en secteur d'activité. Et enfin, Twitter, comme je disais, c'est masculin et je dirais on est dans le trentenaire, dans le bon gros trentenaire. Encore une fois, dans le noyau dur. Ça n'empêche pas qu'il y a des 20 ans, ça n'empêche pas qu'il y ait des plus de 30 ans, mais on est plus sur le trentenaire sur Twitter. Voilà pour faire un petit point sur les réseaux sociaux, des questions qu'on me pose souvent. Pour les ads, pour la publicité en ligne, il y a un acteur qui ressort énormément. Je vous le mets dans le mille, c'est Google. Google, c'est le leader de la publicité sur les moteurs de recherche, mais c'est aussi le leader dans la publicité, ce qu'on appelle display. Vous voyez, quand vous êtes sur un site web et que vous avez un petit encart qui n'est pas toujours très agréable d'ailleurs avec des publicités que vous n'avez pas envie de voir, quasiment à chaque fois, c'est Google derrière. Donc ça, prenez-le bien en compte. Si vous voulez faire de la publicité en display, la plateforme la plus accessible, ça sera encore une fois Google. Vous avez d'autres acteurs. En publicité, on va dire qu'il y a la publicité sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux. Il y a le display et enfin, il y a le reciblage aussi qui est important. Le reciblage, je pense que vous l'avez tous vécu. Vous allez sur un site web, vous regardez un produit. Vous ne l'achetez pas, vous quittez ce site web, vous allez sur Facebook, vous allez sur YouTube, vous allez sur un autre site web et comme de par hasard, avec des grands guillemets, vous allez avoir une pub sur le produit que vous avez regardé 10 minutes ou une semaine avant. C'est ce qu'on appelle le reciblage. Ça, c'est rendu possible grâce aux fameux cookies dont on entend souvent parler à chaque fois que vous allez sur un site web. Le site web, il place des cookies sur votre navigateur. Les cookies, en fait, c'est un petit fichier qui permet de vous traquer sur le web. Et donc, par exemple, si vous allez sur un site A, vous allez voir un produit, lui, il va vous mettre des cookies dans le navigateur. Vous allez aller sur un site B qui, lui, a mis en place un encart publicitaire, par exemple avec Google. Google va savoir, grâce à vos cookies, que vous avez regardé ce produit, va vous faire remonter la fameuse publicité. Donc ça s'appelle le reciblage. C'est un très bon moyen dans certains secteurs d'activité de faire de la publicité en ligne. Moi, je dirais que les 2 secteurs où le reciblage marche bien, c'est dans les secteurs où il y a de l'achat d'impulsion, où les gens achètent rapidement le produit sans hésiter. Et enfin, vous avez aussi sur des secteurs où l'achat peut être long. L'automobile, acheter un matelas, ça, c'est des secteurs industriels qui vont
pas hésiter à faire du reciblage parce qu'on n'achète pas un matelas ou une automobile en claquant des doigts. Moi, quand j'achète un matelas, je vais voir Ikea, je vais aller faire des différents magasins, je vais réfléchir, je vais même aller voir des comparatifs sur certains blogs et ensuite je vais acheter mon matelas. Je connais personne qui mettrait 1 000 $ dans un matelas parce qu'il a croisé une pub une fois. Donc, dans certains secteurs d'activité, pour pouvoir faire le suivi comme ça de l'internaute, le reciblage est intéressant. Là, on a fait le tour des grands concepts du web. Je ne vais pas trop insister sur chacun parce qu'on n'aurait pas forcément le temps et que s'il y a des questions, après on a une petite période de questions-réponses qui va arriver plus tard, donc c'est à ce moment-là où je pourrais répondre aux questions un peu plus personnalisées. Je vous propose de parler de choses un peu plus concrètes. Si on regarde bien toutes ces plateformes, on pourrait les diviser en 3 parties, ce qu'on appelle le focus poème, le poème média. Poème pour paid, earned, owned. En gros, vous avez 3 types de médias et il faut les marier et c'est important de les marier. Le paid, c'est des endroits où vous allez, en fait, ces 3 médias, c'est des endroits où vous allez pouvoir aller chercher des internautes, c'est des endroits où vous allez pouvoir avoir de la visibilité pour votre entreprise, pour votre marque, pour votre compagnie. Le paid, c'est simple, c'est les endroits où vous allez payer pour avoir accès à une audience. Quand vous faites une publicité sur Facebook, vous payez pour avoir de la visibilité sur Facebook. Quand vous faites de la publicité sur un moteur de recherche, vous payez pour avoir de la visibilité sur un moteur de recherche. Ça, le paid, ça a un avantage qui est fou, c'est que vous pouvez être inconnu à l'instant T. Si vous avez la capacité financière de mettre de l'argent, vous pouvez vous faire connaître dans de la publicité de façon très rapide. Donc ça, c'est le gros avantage. Le désavantage, c'est que la concurrence sur la publicité en ligne, notamment sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux, elle est grimpante et c'est un système d'enchères. Donc plus le temps avance, plus il y a de concurrents et plus la publicité en ligne coûte cher. C'est aussi addictif parce que vous payez, vous avez de la visibilité, vous arrêtez de payer, vous n'avez plus rien. C'est aussi le gros désavantage du paid. Tu payes, tu as de la visibilité, tu payes plus, tu disparais. Donc le paid, c'est bien, mais il ne faut pas miser votre stratégie d'entreprise seulement sur la publicité en ligne, parce que ça va vous coûter de plus en plus cher, et parce que le jour où vous arrêtez la pub, ou que les règles, par exemple, des fois Google change les règles et certains secteurs d'activité ont moins le droit à la publicité, des choses comme ça peut être dangereux. Il y a ce qu'on appelle l'emprunt. Donc l'emprunt, c'est quand vous allez emprunter une communauté. Moi, j'y ai mis les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, vous allez créer votre page, vous allez avoir vos internautes, vous allez avoir vos fans, on appelle ça sur Facebook par exemple, ou vos followers sur Twitter, enfin peu importe le terme. En fait, moi, je trouve que c'est un emprunt parce que votre page, moi, j'ai pas vu de clic droit, extraire ma base de données et récupérer les datas de tout le monde. Ça n'existe pas. Donc, vous empruntez de la visibilité à Facebook. Du coup, c'est génial parce que c'est gratuit, ça vous donne de la visibilité. Mais on le voit, la visibilité sur les réseaux sociaux, elle est toujours descendante. Facebook, au début, il y avait une énorme visibilité et aujourd'hui, c'est quasiment impossible de monter une page sur Facebook sans avoir mis de l'argent ou sans avoir un gros réseau. Pareil pour Instagram, la visibilité est descendante, donc c'est génial. Profitez de cette plateforme où la visibilité est gratuite, mais attention, parce que ça dure pas dans le temps. On va voir qu'il faut toujours recourir après la visibilité. Et on en vient au troisième qui est le plus important, c'est le own, c'est le propre. Le own, c'est votre site web, votre base de données pour les emails, votre CRM, votre outil de gestion de la relation client. Donc tout ça, c'est votre data, c'est votre site web, c'est votre nom de domaine, tout ça, ça vous appartient. Et ce qui est important, en fait, dans la stratégie, dans une bonne stratégie de marketing numérique, c'est de marier tout ça et, et de toujours ramener chez vous. Je vous donne un exemple. Vous faites une publicité en ligne, quelqu'un arrive sur votre site web. Le plus important, c'est de le ramener chez vous, sur votre site web, dans votre base de données. Donc, l'idéal, c'est qu'il l'achète et qu'il rentre dans votre base de données. C'est qu'il s'inscrive à une infolettre qui rentre dans votre base de données. Que vous lui mettiez des cookies sur votre site web, du coup, vous pouvez le traquer. Donc, quand vous faites de la publicité payante, il faut qu'il y ait au mieux un achat ou au pire quelqu'un que vous allez lui récupérer sa data pour un achat futur. Donc soit via du tracking comme on l'a vu tout à l'heure via dans les cookies, soit il s'inscrit à l'infolette, soit il l'achète et il rentre dans la base de données. Dans tous les cas, il faut que vous rameniez les gens chez vous. Le earn, c'est pareil. Les réseaux sociaux, c'est bien, sauf qu'on n'a pas la main mise dessus, donc il faut essayer de ramener au maximum chez vous depuis les réseaux sociaux. Ça, c'est le focus poème. Donc, essayez de marier, essayez que dans votre stratégie, il n'y ait pas que de la publicité. Essayez que dans votre stratégie, il n'y ait pas que de l'empreinte visibilité et aussi, essayez pas de rester enfermé que chez vous parce que de toute façon, les gens vont venir d'ailleurs également. Donc, essayez de marier et essayez d'avoir une harmonie dans vos médias et n'oubliez pas que ce qui dure à long terme et ce qui est le plus safe à long terme, c'est le own, c'est ce qui vous appartient à vous.
Donc ça, c'est une théorie qui est assez vieille, hein, qui vient de Nick Butcher. Il y a un livre qui a été écrit sur ça. Ça existait avant le web et ça existe toujours. Donc c'est une théorie qui est importante. Prenez du recul sur où est-ce que moi j'ai mis mes billes. Et si vous vous rendez compte, par exemple, que toute votre visibilité elle vient des réseaux sociaux, à long terme, il peut y avoir un danger. Pensez quand même à ramener les gens des réseaux sociaux vers chez vous et pensez à ramener les gens de la publicité que vous allez payer en plus, à les ramener chez vous également. Deuxième question qu'on me pose très souvent, que je voulais traiter avec vous: est-ce que je sous-traite ou est-ce que je fais moi-même mon marketing numérique? Première question à se poser, est-ce qu'on va recevoir la présentation? Je pense que oui, bah, vous allez recevoir la vidéo, donc en soi, vous aurez la captation, de la présentation, donc oui, Isabelle. Après vous n'allez pas avoir la présentation, mais la vidéo. Avec plaisir, Isabelle. 3 facteurs de choix, est-ce que je sous-traite? Est-ce que je le fais moi-même? Je pense que la première question à se poser, c'est: est-ce que j'ai les compétences et ou les ressources internes pour le faire? Si je les ai pas, il va se poser 2 autres questions. Est-ce que j'ai le budget pour le faire à l'externe? Si c'est pas le cas, est-ce que j'ai le budget pour me former ou pour apprendre à le faire? Donc c'est une question qui se pose souvent. Je vois beaucoup d'entrepreneurs, moi, qui font leur site eux-mêmes, qui apprennent à faire de la publicité et en fait, on se rend compte qu'en fait, ils ont mis énormément de temps derrière et il y a un petit calcul qui peut être compliqué à faire, mais qui est intéressant, c'est de savoir où est-ce qu'elle est sa valeur ajoutée. En gros, vous prenez votre chiffre d'affaires sur les nombres d'heures que vous travaillez, vous le divisez, par le temps, à un temps heure et vous allez vous rendre compte du chiffre d'affaires que vous pouvez générer à l'heure. Si vous vous rendez compte que vous allez mettre 100 heures pour aller faire vos publicités en ligne, pour aller faire votre site web, pour vous former à tout ça et tout, calculez si vous n'allez pas en fait vous rendre compte que vous auriez mieux fait d'aller faire de la prospection, d'aller travailler votre produit, d'aller travailler votre service, de faire de la fidélisation client, plutôt que de mettre du temps, qui est en fait de l'argent. J'aime pas trop cette expression, le temps c'est de l'argent, mais en entrepreneuriat, c'est un peu inévitable. Donc plutôt qu'aller mettre du temps dans votre site web, peut-être que à un moment de votre entreprise, ce serait intéressant d'aller soit prendre une agence, soit le donner à une ressource interne, pour que vous concentriez sur votre, ressource, sur vo pas votre ressource, sur votre valeur ajoutée, en fait. Où est-ce que vous allez générer des revenus le plus? Donc voilà, essayez de prendre un petit peu ce recul. Rappelez-vous aussi de votre business plan. Dans votre business plan, vous avez dû mettre internet à un endroit. Est-ce que internet, c'était 30 de votre chiffre d'affaires ou 90 de votre chiffre d'affaires? Si vous me dites que 100 90 de votre chiffre d'affaires, ça va passer par le web, posez-vous des questions. Est-ce que vous avez vraiment les compétences ou pas dans le numérique? Et si vous les avez pas, peut-être que si c'est stratégique à ce point-là, le web dans votre plan d'affaires, peut-être qu'il va falloir aller, réfléchir à aller voir de l'externe ou à vous former, avec des professionnels. Donc voilà, donc la question du sous-traiter ou le faire soi-même, elle est complexe. Je pense que le plus important à retenir, c'est attention à pas perdre de temps à vous former en numérique si c'est pas là où vous avez votre valeur ajoutée pour votre entreprise. Si, j'avance un petit peu, je pense qu'il y a une notion qui est extrêmement importante pour comprendre aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, notamment le marketing numérique, c'est le monde des algorithmes. Google est un algorithme, Facebook est un algorithme, la publicité en ligne marche avec des algorithmes, Twitter, c'est un algorithme, vous l'avez compris, toutes ces plateformes sur lesquelles on fait du marketing numérique sont basées sur des algorithmes. Un algorithme en soi, c'est extrêmement simple, à expliquer en tout cas, à réaliser, c'est autre chose. En fait, c'est une suite mathématique, c'est une suite logique. Là, voici une suite d'instructions dans un ordre précis, un algorithme qui va permettre de déplacer un pion jusqu'à la case d'arrivée en évitant les cases violettes. Donc voilà, donc là, vous avez les flèches et vous pouvez aller jusqu'à la case, verte en évitant les cases violettes. Un algorithme, c'est en fait juste une formule mathématique. Google, dans son algorithme, c'est une formule mathématique, avec très nombreux critères qui permettent de savoir quel est, le meilleur site web sur un mot-clé. Donc on va commencer tout de suite à parler, des algorithmes, ça va être plus facile à comprendre ainsi. On va commencer par l'algorithme de Facebook. On va faire une petite prise de recul. Quel est l'objectif d'un réseau social? Un réseau social, ça va servir, à créer du lien, à créer un réseau social, à faire du lien social, à échanger. Donc ce qui va être important en fait pour Facebook, tout leur intérêt, c'est qu'il y ait de l'engagement. C'est quoi l'engagement? C'est des likes, c'est des commentaires, c'est des partages, en gros. Donc Facebook, lui, il va être à la recherche constante, de contenus qui permettent en fait d'avoir comment dire? Cet engagement. Donc quand vous allez publier quelque chose,
cet algorithme, il va analyser. Donc, quand vous allez sur votre page Facebook, que vous publiez quelque chose, vous allez avoir un algorithme derrière qui va l'analyser. Globalement, comment ça marche? C'est un contrat tripartite. Vous allez avoir vous et votre contenu, l'internaute à qui vous allez publier ce contenu et l'algorithme. Quand vous allez publier sur votre page Facebook, l'algorithme Facebook va regarder votre contenu. Déjà, il va regarder quel type de contenu il y a. Si c'est une vidéo, s'il y a du texte, si c'est une photo, si c'est un lien qui renvoie vers l'externe, ainsi de suite. Et déjà, l'algorithme de Facebook va classifier tout ça. Si c'est une vidéo, c'est le top du top. L'algorithme adore les vidéos parce que Facebook met vraiment en avant les vidéos parce que l'internaute aime ça et parce que ça crée de l'engagement. Ensuite, ce sont les images. Les images marchent très très bien sur les médias sociaux. Et enfin, en dernier, ce sont les liens externes. Donc, quand vous faites un lien vers votre site web, attention, c'est pas le support idéal pour faire un post parce que l'algorithme va l'analyser et va moins le mettre en avant. Je dis pas qu'il va pas le mettre en avant, mais il donnera moins de poids naturellement à un lien externe vers votre site web qu'une image ou une vidéo. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler de son business model à Facebook, hein. Facebook, quand vous cliquez sur un lien et que vous sortez de Facebook, vous voyez plus de publicité sur Facebook et Mark Zuckerberg, il gagne plus d'argent. Globalement, on va le résumer comme ça. Donc oui, déjà, il y a un premier niveau d'analyse sur les liens que vous allez donner. Les contenus que vous allez donner. Et je rappelle la classification. Le top du top, c'est de publier de la vidéo, de la photo, du contenu qui reste sur Facebook et enfin des liens externes. Alors, une fois qu'il y a eu cette petite analyse, l'algorithme, il va continuer, hein, on se rappelle la petite formule mathématique, elle va continuer à faire des tests et là, elle va tester le taux d'engagement de votre contenu. Donc, en gros, elle va regarder s'il y a de l'engagement. Donc, elle va prendre votre contenu et elle va le mettre à environ 1%, donc il y a des calculs qui ont été faits, environ 1% de vos internautes, donc des gens qui ont liké votre page, vont recevoir ce contenu sur leur fil d'actualité. Ça, c'est en temps réel en fonction de qui est connecté. Et là, il va regarder. Est-ce qu'il y a des likes? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des partages? Et il va donner un système de scoring, il va donner des points, en fait. Si votre post, il n'engage pas, il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de partage, Facebook va le mettre un petit peu en avant, puis il va de moins en moins le mettre en avant parce qu'il va se rendre compte qu'il n'y a pas d'engagement. Et l'algorithme, lui, c'est ce qu'il cherche. Donc là, votre post, il va un petit peu disparaître. C'est le moment où votre post, il a 2-3 likes et puis il disparaît. Et puis là, il n'y a plus aucune interaction. À l'inverse, s'il se rend compte qu'il y a des likes, il y a du commentaire, il y a du partage, là, il se rend compte qu'il y a un engouement. Et là, c'est l'effet boule de neige. Vu qu'il voit qu'il y a de l'engagement, il va le mettre un petit peu plus en avant. Moi, j'appelle ça ouvrir les vannes. Donc là, on a vu qu'il mettait à 1% de votre public. Bah là, il va le mettre à 2%. Puis après, il va ouvrir aux amis d'amis. Puis c'est l'effet boule de neige. Et c'est là où votre post, il va commencer à avoir le buzz qui va se créer derrière. C'est parce qu'il y a de l'engagement. Donc, rappelez-vous d'une chose. Quand vous publiez quelque chose sur Facebook, pensez au type de contenu que vous publiez et surtout pensez à créer de l'engagement. Posez des questions, demandez aux gens de participer dans les commentaires, allez sur des sujets qui peuvent des fois créer du débat, soit via de l'humour, soit en étant des fois un petit peu provocateur. Alors évidemment, c'est pas possible pour tout type d'entreprise. Des fois, tout simplement, faites participer votre communauté en lui posant des questions. L'objectif, c'est de vous avez un contrat tripartite, je le rappelle. L'objectif, c'est de parler à l'algorithme dans un premier temps parce que c'est lui qui va vous donner oui ou non de la visibilité via le contenu que vous allez proposer. Et le deuxième temps, c'est aussi de créer un contenu qui va faire de l'interaction avec l'internaute pour qu'ensuite l'algorithme, il vous aime bien et ensuite qu'il vous mette en avant. Donc ça, c'est l'algorithme de Facebook, c'est comme ça que ça marche. Donc pensez-y à chaque fois que vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux, sur Facebook particulièrement, mais c'est pareil sur Instagram, c'est pareil sur Twitter. Pensez à l'engagement, pensez à faire participer votre communauté. Il y a une règle que j'aime beaucoup, c'est la règle des 80-20. 80% de mon contenu va avoir pas pour objectif de mettre en avant mon entreprise, ses services et ses produits, mais plus de créer de la conversation en rapport évidemment avec votre entreprise. Et seulement 20% des contenus que je mets sur les réseaux sociaux vont être plus là sur du promotionnel. Donc pensez-y parce que 80-20, c'est très peu au final. Donc pensez à ça quand vous publiez sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime bien le système de casquette ou de chapeau. Pensez à votre internaute, comment il vient quand il est sur les réseaux sociaux. Vous, à titre personnel, quand vous allez sur Facebook, vous y allez pour parler à des amis, voir des événements, aller dans des groupes, parler de votre passion, de vos hobbies. Donc pensez à ça quand vous publiez sur Facebook, à vous dire, OK, les gens, quand ils arrivent sur Facebook, ils sont là pour s'amuser, ils sont plus là dans le loisir, ils sont plus là dans la détente. OK, il va falloir que je m'adapte à ça et que je propose du contenu un petit peu adapté.
Instagram et compagnie ont à peu près le même système d'algorithme, surtout Instagram qui maintenant appartient à Facebook et a plus ou moins intégré un algorithme similaire. Deuxième algorithme que j'aimerais qu'on décortique, c'est l'algorithme des moteurs de recherche. Le moteur de recherche, alors on l'a vu, Facebook, lui, son algorithme, il va se concentrer sur l'engagement. Le moteur de recherche Google, lui, son algorithme, il va se concentrer sur la satisfaction de l'internaute. Si 94% des gens vont sur Google, c'est parce que quand on tape un mot-clé sur Google, généralement dans les 2-3 premiers sites, on a un site qui est hyper cohérent, qui est en relation avec ce qu'on recherchait et on est satisfait. Donc, le plus important pour les moteurs de recherche, c'est quand on tape un mot-clé, que ça vous emmène à un site pertinent. L'algorithme des moteurs de recherche marche en 4 étapes. Vous avez la première étape, c'est l'exploration des sites web. Donc un moteur de recherche, il va avoir un premier besoin, c'est d'avoir de la matière, c'est d'avoir des sites web. Donc il va y avoir des robots, ce qu'on appelle des crawls, des crawlers, qui vont se balader sur le web pour aller ramasser l'information. Donc c'est des robots virtuels. Donc quand vous mettez une nouvelle page sur votre site web, par exemple, ou vous mettez en ligne votre nouveau site web, il y a un moment, le moteur de recherche, il va envoyer un robot dessus, il va aspirer l'information, il va analyser l'information, et ensuite il va la mettre ce qu'on appelle dans un index, donc en gros dans une grande base de données. Donc si on prend du recul, Google et les autres moteurs de recherche comme Bing, ils se baladent sur le web, ils récupèrent l'information, ils récupèrent la data, ils l'analysent, ils la mettent dans ce qu'on appelle un index, une grosse base de données, et c'est comme ça en fait qu'ils sont capables derrière, quand vous tapez un mot-clé sur le moteur de recherche, de vous faire remonter l'information. On se retrouve du coup avec une grosse base de données. Et c'est là où rentre en compte l'algorithme. L'algorithme, il va créer une sorte de classement, je mets des guillemets, on va le voir après. Il va créer une sorte de classement et il va analyser votre site web. Est-ce qu'il est cohérent? Est-ce qu'il est qualitatif? Et on se rappelle, l'objectif du moteur de recherche, c'est d'avoir des sites de qualité. Donc cet algorithme, il va analyser votre site web et il va analyser s'il paraît qualitatif. C'est-à-dire, est-ce qu'il est bien écrit? Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe? Est-ce que les internautes ont l'air satisfaits sur ce site web? Il y a des centaines de critères en référencement naturel. Je vous inviterai à venir voir mes autres conférences sur les moteurs de recherche que je donne si c'est un sujet qui vous intéresse, ou à me poser vos questions par la suite dans les questions-réponses qu'on aura d'une heure qui va arriver dans les jours qui viennent. Donc voilà, donc le moteur de recherche, il y a cet algorithme, et la dernière étape, la quatrième, en fait, c'est quand vous allez taper un mot-clé, en fait. Donc quand vous allez taper un mot-clé, l'algorithme, il va checker déjà qui vous êtes, votre âge, votre sexe, où est-ce que vous habitez, votre historique de recherche. Déjà, l'algorithme, il va prendre tout ça en compte pour adapter la page de résultats pour vous. Donc on peut, là on est quoi? On est 15. On peut, nous 15, taper le même mot-clé dans Google. Il y a des grandes chances qu'on n'ait pas les mêmes résultats quasiment tous. Parce qu'il va prendre en compte qui vous êtes, votre historique, votre sexe, votre âge. Il va prendre énormément de choses pour vous personnaliser l'information. Et ensuite, cet algorithme, il va aller chercher les sites web qui lui paraissent le plus qualitatifs pour vous les mettre dans les résultats de recherche. Donc, on est encore sur un nouvel algorithme, je pense le plus complexe qui existe, mais qui est intéressant à comprendre. Donc, on prend du recul. Si vous voulez un secret pour bien parler au moteur de recherche, c'est le contenu. C'est de créer du contenu de qualité. Et on se rappelle que le moteur de recherche, il veut proposer des sites web toujours plus qualitatifs à l'internaute. Donc, positionnez-vous sur des mots-clés, positionnez-vous sur des contenus de qualité pour ensuite vous positionner sur les moteurs de recherche. Je me permets de faire une petite publicité. Mercredi à 11h30 jusqu'à midi, je donne un YouTube Live. Vous pouvez aller vous inscrire sur le site de l'École des entrepreneurs sur comment aller trouver des bons mots-clés pour bien se positionner sur les moteurs de recherche. Donc ça va durer entre 30 et 45 minutes, c'est gratuit, c'est un YouTube Live. Donc allez sur le site de l'École des entrepreneurs si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce YouTube Live. J'espère vous y retrouver nombreux. Alors, on va reparler publicité rapidement. Donc, on va sortir des algorithmes. Je sais que c'est un sujet qui est lourd, mais c'est important de comprendre qu'on vit dans un monde d'algorithmes. Et si on veut faire du marketing numérique, en fait, on va passer notre journée à travailler avec des algorithmes et à devoir respecter les règles qu'ils mettent en place. Et maintenant, on va parler publicité. Il y a 3 types de publicité que je voudrais vous détailler, et il y en a une particulièrement qui est aujourd'hui très importante. On prend le début de la publicité, on avait ce qu'on appelait la publicité classique. Donc vous alliez sur un site web, il y avait un encart publicitaire et absolument tout le monde voyait la même publicité. Donc ça, c'était la publicité d'avant. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des encarts intelligents. L'encart, en fait, est vide. Donc vous arrivez sur un site web avec une publicité display,
et ben là, vous allez avoir un encart et en fonction de qui vous êtes, en fonction de vos cookies, en fonction de votre historique de navigation, la publicité qui va y remonter est différente. Donc aujourd'hui, c'est fini les grosses publicités où tout le monde voit la même publicité. Des fois, c'est pas intelligent parce que c'est un produit pour les hommes et c'est les femmes qui les voient et inversement. Bah, c'est un peu mettre de l'argent à la poubelle puisque vous allez avoir peut-être sur 1 million de personnes, seulement 500 000 qui sont intéressées et encore, c'est si tout va bien. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle les publicités contextuelles ou comportementales. Donc, les comportementales, c'est en fonction de votre comportement. Par exemple, si vous allez sur un moteur de recherche, vous faites des recherches pour, je ne sais pas, acheter un ventilateur. Donc là, vous faites des recherches, quel ventilateur, Dyson, machin et compagnie, vous faites vos recherches, puis vous arrêtez là. Et là, il y a un encart publicitaire, vous avez Dyson qui fait de la publicité. Dyson, ils ont dit dans l'outil de publicité, bah moi, toutes les personnes qui ont un intérêt pour les ventilateurs, faites-leur de la publicité. Donc vous allez arriver sur un site web qui a un encart publicitaire, vous allez voir le prestataire de publicité, bah, ça va être globalement souvent Google. Il va voir dans votre historique, vous avez fait des recherches pour ventilateurs, et hop, il va faire plugger la publicité Dyson sur le site où vous êtes. Donc ça, c'est la publicité comportementale. On peut presque anticiper vos besoins. C'est assez impressionnant, c'est même un petit peu creepy, on va pas se mentir. Des fois, c'est un peu tannant la publicité et ça fait même presque peur. Et enfin, la publicité contextuelle, c'est assez simple. Vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez acheter une chemise bleue, il y a un contexte. Vous avez envie d'acheter une chemise bleue. J'ai été sur Google, j'ai tapé acheter un ventilateur ou ventilateur pas cher. Le contexte est simple à détecter, c'est que je veux acheter un ventilateur. Voilà les 3 pubs qui existent, sachant qu'aujourd'hui, on est plus sur la publicité contextuelle ou comportementale. Les supports, on ne va pas les revoir, on les a vus tout à l'heure, il y en a énormément. Il y a quelque chose que je voulais voir absolument avec vous. Si vous faites de la publicité, ça va vous coûter de l'argent. C'est un système d'enchères la plupart du temps. Si vous faites une publicité, vous me dites, bah écoutez, j'ai dépensé 100 $ et j'ai eu 1000 visites. Moi, je considère que cette data, elle vaut rien. Si vous avez eu 1000 visites et qu'il y a eu 0 achat ou 0 prise de contact, des choses comme ça veut dire que vous avez juste dépensé 100 $. Vous pouvez avoir dépensé 100 $ de publicité, avoir fait 1 500 000 visites. Si vous n'êtes pas capable de dire ce que ça vous a apporté derrière, c'est pas forcément la peine de faire de la publicité. Il va falloir faire de l'analyse de données, on va y venir tout de suite. Il va falloir être capable de savoir, OK, j'ai eu 1000 visites, mais sur mon site web, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où on rentre dans ce qu'on appelle Google Analytics, pour un des leaders de l'analyse de données. Donc la prochaine conférence qu'on va avoir ensemble d'une heure, on va parler d'analyse de données, où là, on va se concentrer seulement sur l'analyse de données. Donc là, je vous fais une mini intro, mais en tout cas, si vous faites de la publicité, OK, vous avez 1000 visites, OK, mais je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, ces 1000 visites. Est-ce qu'ils ont acheté des produits? Est-ce qu'ils se sont inscrits à une newsletter? Est-ce qu'ils ont pris un rendez-vous? Est-ce qu'ils ont réservé une table dans mon restaurant? Peu importe quel est votre objectif, c'est qu'il faut que vous sachiez, ma pub m'a apporté 1000 visites et m'a apporté tant de chiffre d'affaires ou m'a apporté tant de prospects. Donc dans la prochaine conférence, on va voir ça, l'analyse de données, et on va plus se concentrer sur ça. Donc je ne vais pas trop m'étaler dessus puisque c'est une petite intro et c'est un petit avant-goût de ce qu'on va voir. Il y a trois petites choses en analyse de données que je voulais voir quand même avant avec vous, qui vont faire une belle intro à ce qu'on va voir la prochaine fois. Croyez en vous, mais jamais sans data. Ça, c'est un petit calcul que j'ai trouvé très mignon, que j'ai trouvé sur Internet. Quand vous voulez prendre une décision en marketing numérique, croyez en vous, c'est clair, vous avez une intuition, mais il faut toujours la compiler avec de l'analyse de données. L'intuition, c'est quoi? Je suis sûr, mes internautes, ils sont sur Facebook. Je suis sûr que si je fais ma publicité sur ce site web, ça va être génial. Je suis sûr que faire une pub sur LinkedIn, ça va être incroyable. OK, ça, c'est ton intuition. Ça, c'est intéressant parce qu'en marketing, ça marche souvent sur l'intuition. Mais l'intuition, on va toujours la mêler avec de l'analyse de données. OK, j'ai juste intuition, je vais faire un test. Je vais aller sur. OK, je suis sûr que je vais faire de la pub sur LinkedIn, ça va marcher. Intuition. Je vais aller voir peut-être des études. Peut-être qu'il y a des études en fonction des secteurs d'activité qui ont été faits. C'est de la data. Je vais aussi pouvoir faire potentiellement un test. On va aller faire de la pub et puis on va voir si ça fonctionne. Et enfin, si la data valide l'intuition, on passe à l'action, ça fonctionne. Pour ça, il y a ce qu'on appelle le test and learn. C'est une des choses les plus importantes. Sur le web, ce qui est génial, on peut se tromper et on a le droit de se tromper parce qu'on peut tout analyser, on peut tout tester derrière. Je fais une publicité, je mets 100 $, ça me ramène 300 $ de chiffre d'affaires. Come on, c'est pas mal, je peux continuer, je vais mettre 200 $, ça me rapporte 600 $, ainsi de suite. Donc ça, souvent, ça part d'une hypothèse.
Donc, la fameuse intuition, la fameuse hypothèse. On va expérimenter, on va tester la publicité. Donc, moi, en général, quand les gens me demandent un budget publicitaire, je leur dis, j'en sais rien. Teste 50 $. Si ça fonctionne et que tu as du chiffre d'affaires, teste 100 $ et ainsi de suite. Donc, un budget publicitaire, je ne pourrais pas vous le donner, mais faites des tests. Donc là, hypothèse, expérimentation. Donc, je vais mettre en place une micro-publicité pour voir ce que ça donne. Je vais voir l'analyse de données. Soit je suis satisfait et je déploie, soit je suis pas satisfait, soit j'abandonne du coup, soit je remanie. Peut-être que c'était pas le bon format, c'était pas le bon support publicitaire. Il peut y avoir plein de conséquences. Voilà. Et ce qu'on appelle le test and learn, et c'est une roue qui tourne tout le temps. Et en marketing, faut le faire surtout. Tout bête, vous hésitez, vous faites un email, vous faites une infolettre. Et vous vous dites, j'hésite entre l'objet, je vais peut-être faire un objet provocateur pour inciter au clic, mais j'hésite aussi quand même avec un objet de mail un peu plus quand même classique, où je vais moins être provocateur. Bah, à ce moment-là, pas de souci. 1000 envois avec l'objet provocateur, 1000 envois avec l'objet qui est un petit peu plus classique. Vous allez voir lequel a le plus gros taux d'ouverture. Si c'est un des deux, vous choisissez celui-là. C'est ce qu'on appelle également le A/B testing. Tester une version A, tester une version 2, et ensuite on choisit la version qui fonctionne le mieux. Voilà, là on a un exemple. J'ai un site qui est jaune, j'ai un site qui est rouge. Je me demande, est-ce que je mets mon site en rouge, est-ce que je mets mon site en jaune? Et ensuite, bah, je choisis. Ça pourrait être, est-ce que je mets l'image à gauche ou je mets l'image à droite? Et ensuite, on va aller voir la data pour savoir laquelle version fonctionne le mieux. Donc ça, on va en parler un petit peu plus dans la prochaine conférence qu'on va avoir sur l'analyse de données. Comme je disais, pas de marketing numérique sans analyse de données. Qu'on aille sur Facebook, qu'on crée un site web, qu'on fasse du référencement naturel. Partout où vous allez investir du temps et de l'argent, il faudra de l'analyse de données. Il faudra être capable de savoir si c'est rentable. Souvent, quelque chose que je vois, on se concentre énormément sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est simple et on les connaît. On passe notre vie sur Facebook, sur Instagram pour la plupart. Donc du coup, souvent, naturellement, on va aller se concentrer sur les réseaux sociaux. Il y a énormément d'entrepreneurs, je me suis rendu compte que 60-70% de leur temps et de leurs investissements étaient sur les réseaux sociaux. Et en allant voir leur data, bah en fait, c'était les moteurs de recherche, c'était le site web, c'était la publicité en ligne, c'était d'autres outils. Donc, soyez capable de savoir où est-ce que vous investissez votre temps et votre argent. À chaque fois que vous investissez $1 de budget, allez savoir si ça vous en a ramené 2, 3 ou 10 $. Donc, allez savoir où est-ce que vous gagnez, où est-ce que vous perdez de l'argent. Sans analyse de données, vous n'êtes pas capable de le faire. Donc ça, c'est vraiment important. Pour terminer, j'ai 2 outils que je voulais vous présenter, que j'adore. Google Trends, allez vous amuser dessus, il est très simple à utiliser. Donc vous tapez Google Trends dans Google, vous allez la voir, il va vous donner des tendances de recherche. Donc il ne va pas vous donner des volumes de trafic, mais il va vous donner des tendances de recherche sur les moteurs de recherche. On l'a vu tout à l'heure, les moteurs de recherche, on a plein de micro-moments, et en général, c'est une bonne tendance du monde dans lequel on vit. Par exemple, là, vous avez vu, j'ai été sur Google Trends et j'ai tapé le mot-clé vacances sur les 90 derniers jours. Regardez, vacances, vacances, vacances. Là, on a le Covid et ça s'est écroulé littéralement. Parce qu'en ce moment, il y a une tendance de marché qui fait qu'on n'a pas trop envie de réserver des vacances. Je ne vais pas vous surprendre en disant ça. Donc du coup, on le remarque directement. On a cette analyse de données. Donc ça, c'est un outil qui est gratuit en analyse de données et que je trouve génial. Donc là, j'ai tapé vacances et je vois une tendance. On peut voir sur 90 jours, sur 12 mois, sur 7 ans. Donc vous pouvez aller voir la data et l'évolution. Donc c'est intéressant. Il y a des plats là qui sont très à la mode en ce moment, les ramen, là, les fameux bols de nouilles japonais. Tapez ramen, mettez sur 5 ans, vous allez voir la courbe, comment elle explose. Ça, c'est de la data, par exemple, si vous voulez faire une étude de marché, si vous voulez aller faire un prêt pour un banquier, lui montrer que c'est un marché qui est en croissance, c'est intéressant. J'ai tapé à l'inverse, épicerie en ligne sur les 90 derniers jours. Là, pareil, c'est impressionnant. C'est un indice de 1 à 100 pour information. Plus on est proche de 100, plus c'est le moment où il y a le plus de recherches, et plus on est proche de 0, plus c'est le moment où il y a le moins de recherches. Donc là, on voit épicerie en ligne qui est là, et puis qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Voilà, donc ça, c'est des tendances de marché sur les 90 derniers jours. Donc voilà, donc c'est de la belle data et c'est super intéressant d'aller regarder ce que tapent les gens dans les moteurs de recherche parce que c'est très représentatif du monde dans lequel on vit et des tendances. Enfin, un autre outil que je voulais vous montrer, c'est Answer the Public, qui est vraiment génial. Lui, il va aller chercher les questions que se posent les internautes sur Internet. Donc, vous allez mettre, par exemple, je ne sais pas, on pourrait mettre
là, par exemple, c'est marqué Instagram. Answer the Public, vous allez aller sur l'outil, vous allez mettre le mot-clé Instagram. Et lui, il va aller récupérer sur les différents moteurs de recherche les questions que se posent les gens sur le mot-clé Instagram. Comment devenir Instagrammeur? Comment créer un compte Instagram? Comment supprimer un compte Instagram? Des questions autour d'Instagram, il y en a des centaines. Bah, lui, il va aller vous les chercher. Et bah, faites-le pour votre secteur d'activité. Si vous êtes plombier, allez mettre plombier dans Answer the Public et toutes les questions autour de plombier, vous allez l'avoir. Si vous travaillez, je sais pas, je sais pas, dans la couture ou dans la mode, allez taper les vêtements que vous faites. Si par exemple vous faites, je sais pas, des jeans, allez taper jeans dans cet outil Answer the Public, il va vous poser toutes les questions que se posent les internautes à propos de ça. C'est intéressant pour créer du contenu, pour alimenter votre blog, aussi pour voir des comportements de marché. Peut-être vous n'êtes pas rendu compte qu'il y a plein de questions qui sont redondantes et qui pourraient être très intéressantes pour votre marché. Donc ça, c'est un outil qui est gratuit. Par contre, vous avez le droit à 3 essais par jour. Donc, c'est-à-dire vous avez le droit de rechercher 3 mots-clés par jour. Si vous voulez chercher plus, c'est payant. Mais déjà, avec 3 recherches par jour, c'est déjà super intéressant comme data. Voilà, c'était un peu le bonus de fin. Ça fait déjà pile poil 3 quarts d'heure. On m'avait dit 45 minutes, donc je suis content, j'ai bien calibré ma présentation. Merci à vous toutes. Moi, je peux rester un petit peu à disposition s'il y a des petites questions. Si, je ne sais pas si Stéphanie est encore là, si elle a des choses à ajouter sur tout ça. Moi, je reste encore un peu disponible. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté de l'information. N'oubliez pas que c'est une matière que je vous donne pour qu'après, il y ait un système de questions-réponses d'1 heure la prochaine fois, où là, on pourra aller un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc voilà, donc c'était une première matière, et puis on ira creuser un petit peu par la suite. Oui, c'est ça, Mathieu, merci. Je vais en profiter justement pour faire un petit retour sur ce que tu viens juste de dire par rapport au fait que justement, là, dans le fond, elles vont avoir la semaine prochaine, elles vont avoir, non, pas la semaine prochaine, pardon, mercredi, je pense qu'on a dit. Je veux juste Oui, j'ai pas plus la date dire. en tête. Du coup, j'ai Oui, dit c'est ça, jeudi. je me suis pas mouillé, Jeudi j'ai à dit 10 quelques jours. heures. Oui, c'est ça. Donc, jeudi à 10 heures, on va faire l'analyse de data. Fait que Mathieu va nous réimmerger dans tout cet univers-là. Puis ensuite, dans le fond, comme vous avez reçu le document de programmation, le contenu va être rendu accessible.